On a vu un exemple de noyau. Maintenant, on va voir comment on peut en construire d'autres pour s'adapter à différents problèmes, puis donc être en mesure de peut-être utiliser nos connaissances qu'on a par rapport aux problèmes pour avoir des noyaux qui sont plus adaptés. Donc, on vient de voir l'astuce du noyau. L'idée, c'est qu'un noyau, en fait, ça permet de calculer un produit scalaire entre des représentations phi, mais ces représentations phi-là, je les instancie jamais, elles vont être implicites. Puis un des noyaux qu'on a vu, c'est le noyau polynomial. Donc en fait, on connaît un noyau qui est valide, c'est-à-dire qu'on peut démontrer que derrière ce noyau-là, implicitement, ce qu'on fait, c'est le produit scalaire entre deux vecteurs phi. Maintenant, si on veut travailler avec des noyaux, il faut s'assurer que notre noyau il est valide, c'est-à-dire qu'il y a bel et bien une représentation phi derrière qui est implicite. Okay? Et ce qu'on pourrait faire à chaque fois, c'est trouver une fonction qui, on pense, on serait capable éventuellement d'écrire sous la forme d'un produit en deux vecteurs phi. Mais en fait, ici, ce que je vais faire, c'est juste vous donner plein de règles de construction de noyaux qui permettent de prendre un noyau qui est déjà valide, puis d'en construire un nouveau qui, lui, va être nécessairement valide. Parce que ces règles-là sont telles qu'elles maintiennent la validité de mon noyau. Donc, des règles ici, il y en a une dizaine. Donc, on va les regarder une après l'autre. Alors, dans ces équations-là ici, entre autres, les K1, K2, K3 ou K, KB, c'est juste d'autres noyaux que je sais qui sont déjà valides. Okay? Premièrement, si je prends un noyau valide puis je le multiplie par une constante C qui est positive, ça va me donner un noyau qui est lui aussi valide. Okay? On peut démontrer que ce noyau-là ici, en fait, on peut le réécrire sous la forme d'un produit scalaire entre représentation phi implicite. D'ailleurs, on va le faire dans la prochaine diapositive. Si je prends un noyau valide, puis je le multiplie à gauche par une fonction quelconque de mon entrée x, puis à droite par une fonction quelconque appliquée maintenant à x', le deuxième argument là, de ma fonction de noyau, ça me donne aussi un nouveau noyau qui est lui aussi valide. Si je prends un noyau valide, puis je prends ce qui me donne en sortie, et que je passe ça à travers une fonction q qui est en fait un polynôme. Okay? Fonction polynomiale, donc par exemple, q de a, ça pourrait être, disons, c0 plus c1 fois a plus, disons, c2 fois a au carré, par exemple. Et l'autre contrainte, c'est qu'il faut que les coefficients soient positifs. Donc, il faut que C0, C1 puis C2, ce soit plus grand à 0. Okay? Donc, si je prends la fonction Q puis je lui passe la sortie de mon noyau, ça aussi, on peut démontrer que c'est un noyau qui est valide. Si je prends la sortie de mon noyau puis je le passe à travers une fonction exponentielle, ça aussi, c'est valide. Si j'ai deux noyaux valides différents puis que je les somme ensemble, ça aussi, ça me donne un nouveau noyau qui est lui aussi valide. Si je prends deux noyaux, puis plutôt que les additionner, je les multiplie ensemble, j'ai encore un nouveau noyau qui est lui aussi valide, que je peux écrire sous la forme d'un phi de x fois un phi de x'. Imaginons que j'ai des fonctions de base déjà que je veux utiliser, que je trouve bonnes, puis que je suis capable d'instancier explicitement. Ben, si je les prends puis je les passe à travers un noyau valide, ça me donne aussi un noyau valide. Okay? Ça, en gros, ça veut dire que si je prends mes entrées x puis je fais un pré-traitement quelconque, finalement, puis que je passe ça à travers un noyau valide, ça reste un noyau valide. Une forme ici, donc ça ne dépend pas d'un noyau valide, mais si je prends x, je le transpose, je le multiplie par une matrice A, puis il faut que ma matrice A soit définie positive, et que je multiplie à droite par x transposé, ça aussi, ça me donne un noyau qui est valide. Okay. Je n'ai pas beaucoup parlé de matrice définie positive, ça va venir plus tard. Peut-être juste se rappeler que ça, c'est une forme qui donne un noyau qui est valide. Donc, entre autres, en fait, la matrice identité, c'est une matrice qui est définie positive. Fait que ça veut dire que x fois x', c'est un noyau valide. Puis effectivement, dans le fond, c'est comme avoir un phi de x qui est égal exactement à x. Maintenant, imaginons que mon x, en fait, je peux le séparer en deux parties. Les premiers éléments qui sont dans xa, puis les derniers éléments qui sont dans xb. Si j'ai un noyau que j'applique sur une sous-partie A, puis un autre noyau que je vais appliquer plutôt sur la sous-partie B, puis que je fais la somme des deux noyaux, ça reste un noyau valide. Okay? Ça veut dire que si j'ai des données un peu hétérogènes, où j'ai une partie que tel noyau serait approprié pour cette partie-là, puis une autre partie où c'est
c'est un autre noyau qui serait approprié, ben, je peux l'appliquer séparément sur les deux parties puis juste sommer le résultat, sommer l'application du noyau sur les deux parties. Puis de la même façon, ben, si je fais le produit à la place de ces noyaux-là appliqués sur des sous-parties de mon entrée, ça reste aussi un noyau valide. Okay. Donc à partir de ces règles-là, ça permet vraiment de généraliser puis construire plein de noyaux différents pour notre problème. On va faire le genre de démonstration qu'on doit faire pour démontrer que ce genre d'étape-là correspond encore maintient la validité du noyau. Okay. Donc, on va faire le cas qui est possiblement celui le plus simple, où je prends un noyau puis je multiplie juste par une constante qui est positive. Okay. Mais dans ce cas-ci, C fois mon noyau qui est valide, K1, ben K1, je vais, parce qu'il est valide, ça veut dire que je peux l'écrire sous la forme d'une représentation en fonction de base. Je vais l'appeler phi1 multiplié par phi1 appliqué à mon deuxième argument de mon noyau. Okay, ça veut dire que je peux l'écrire comme ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai remplacé K1 par ce produit scalaire-là qui est implicite dans mon noyau. Parce que ma constante est positive, je peux prendre la racine carrée. Puis là, je pourrais prendre la racine carrée de C, puis multiplier par mon premier vecteur. Puis l'autre racine carrée, je vais la multiplier par le deuxième vecteur. Puis là, ben maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, pour ce noyau-là, qui est le produit d'une constante fois mon noyau K1, ben, je vais dire que c'est en fait la racine carrée de ma constante fois la représentation en phi, en fonction de base implicite de mon noyau K1, qui va devenir ma nouvelle représentation phi pour mon nouveau noyau. Donc là, je viens de démontrer qu'effectivement, si je fais ça, je maintiens le fait que je peux encore écrire le résultat de ce noyau-là comme un produit scalaire entre deux fonctions, deux représentations phi. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié la représentation par la racine carrée de C. Ça va nous permettre, entre autres, de montrer qu'un noyau qui est très utilisé en apprentissage automatique, le noyau gaussien, est un noyau qui est valide. Le noyau gaussien, c'est quoi? C'est juste l'exponentielle de moins la distance euclidienne entre les deux vecteurs divisé par deux fois un paramètre sigma carré qui va être un hyperparamètre, qui va déterminer la sensibilité de mon noyau. Okay. Donc, comment qu'on démontre ça? Remarquez, on appelle ça noyau gaussien, même s'il n'y a pas la constante de normalisation qu'on a d'habitude dans le noyau gaussien. Parfois, on va aussi l'appeler le noyau RBF. RBF, c'est pour Radial Basis Function. Si vous voyez noyau RBF, noyau gaussien, c'est la même chose. Donc, pour montrer que c'est valide, bon, premièrement, on va juste remarquer que si je prends la distance euclidienne entre x et x', donc, premièrement, la distance euclidienne, c'est la même chose que je prends mon vecteur x moins x', puis je vais le multiplier par lui-même. Okay. Ça, puis ça ici, c'est exactement la même chose. Okay. Ça va donner la somme de chacune des différences pour chacune des composantes au carré. Maintenant, ben, si je l'écris comme ça, ben, je peux développer cette expression-là. Fait que je vais avoir x transpose fois x. Je vais avoir x' transpose fois x'. Puis je vais avoir les produits croisés comme ça ici. Je me trompe? Non, je me suis trompé. Donc, les produits croisés comme ça, puis comme ça ici. Donc, je vais avoir x fois x', deux fois. Donc, j'ai moins 2 x transpose fois x'. Okay? Donc, cette expression-là ici, je peux la remplacer par ça. Et donc, ça veut dire que je vais avoir dans mon exponentielle une somme. L'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Fait que finalement, je peux le décomposer en le produit de l'exponentielle de moins x transpose fois x, qui est cette partie-là ici, divisée par la même constante, 2 fois sigma carré. Je vais avoir ce terme-là ici aussi, qui va maintenant se retrouver ici. Puis je vais avoir en plein milieu un terme qui fait l'interaction entre x puis x'. Okay? Donc, j'ai dans ce cas-ci x transpose x' divisé par sigma carré. Parce que le 2 ici, c'est cancellé avec le 2 qu'il y a là. Okay. Et là, si on le représente comme ça, ben, premièrement, on voit que cette partie-là ici, donc x transpose fois x', ça, c'est un noyau qui est valide. C'est juste le phi implicite, ben, c'est juste x, tout simplement. Maintenant, si je prends ce noyau valide-là, puis je le multiplie par une constante qui est positive, on a vu que ça maintient la validité du noyau. Okay? Puis parce que ça ici, c'est une constante qui est positive, le sigma carré,
Donc, c'est comme si je multipliais par 1 sur sigma carré, ça veut dire que je multiplie par une constante qui est bel et bien positive. Fait que ça ici, c'est un noyau qui est valide. Maintenant, on a vu que si je prenais l'exponentielle d'un noyau valide, ça reste valide. Parce que j'ai au centre avec l'exponentielle, ça reste valide. Puis on a vu que si je multiplie à gauche et à droite l'application d'une fonction, ou en fait c'est à gauche et à droite, là, mais les deux pourraient être devant le noyau, puisqu'on peut changer l'ordre. Mais donc, dans ce cas-ci, si j'ai une fonction f de x que j'applique, puis que je multiplie par le noyau valide, puis je multiplie aussi par la même fonction, mais appliquée à x' à la place, je maintiens la validité du noyau. Dans ce cas-ci, c'est ça, f de x. On voit que c'est une fonction qui dépend juste de f, de x, pardon. Puis ça, c'est mon f de x'. Ça dépend juste de x'. Okay. Donc, avec les règles de construction de noyau, je viens de démontrer que mon noyau gaussien, c'est bel et bien un noyau qui est valide. Et ce qu'il y a de particulier avec le noyau gaussien, c'est qu'en fait, on peut même démontrer que le vecteur phi, implicitement, c'est un vecteur qui est infini. Fait que même si on voulait l'appliquer en pratique, en instanciant ce vecteur-là, on ne pourrait pas parce qu'on ne serait pas capable de le mettre en mémoire. Donc, ça nous permet, finalement, ce truc mathématique-là, de travailler implicitement dans un espace phi qui est de dimensionnalité infinie. Il existe encore d'autres façons de dériver des noyaux. Puis un des avantages des noyaux, vraiment, c'est que ça nous permet facilement de dériver, finalement, des façons de comparer des données qui ne sont pas des vecteurs. Donc, si je voulais comparer, si je voulais un algorithme d'apprentissage qui s'exécute sur des chaînes de caractères, par exemple. En bioinformatique, c'est utile parce qu'on travaille avec des chaînes d'ADN, puis ça, on peut voir ça comme une chaîne de caractères, finalement. Donc, d'avoir des noyaux qui s'appliquent sur des chaînes de caractères, c'est quelque chose qui est vraiment utile. Donc, les méthodes à noyaux ont vraiment leur utilité en bioinformatique, puis n'importe quoi, finalement, qui utilise des chaînes de caractères. Donc, c'est possible de définir des noyaux qui sont valides, mais sur des chaînes de caractères. Aussi sur des ensembles de vecteurs, à la place d'être défini sur un vecteur x, définir ça sur un ensemble, ou dans l'ensemble, j'ai un nombre variable de vecteurs. C'est possible de définir des noyaux. Il en parle un peu d'ailleurs dans le livre. Puis un paradigme un petit peu plus poussé pour dériver des nouveaux noyaux qui sont valides, c'est le paradigme des noyaux de Fisher. Ça permet de prendre un modèle probabiliste qu'on définit sur nos données, puis de le convertir en un noyau. Ça va un peu plus loin que ce que je souhaite couvrir dans le cours, mais si vous voulez en savoir plus, c'est décrit dans la section 6.2 du livre.